Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h04. Après avoir parlé de la grève à la SNCF, mais nous allons y revenir parce que ça participe peut-être au pessimisme des Français. Je pose la question et nous allons ouvrir le débat sur justement ce pessimisme. Sommes-nous d'éternels pessimistes? Pourquoi est-ce que je pose la question? Parce que je regardais la conjonction de plusieurs études. Je vous donne par exemple l'étude de l'Institut indépendant Cluster 17 pour Le Point, 2270 personnes interrogées, 45% des Français qui estiment que la guerre en Ukraine est le fait le plus marquant de 2022, 34% qui pensent que Volodymyr Zelensky est la personnalité la plus importante de l'année, bon très bien, 28% pensent que la priorité absolue du gouvernement en 2023 devrait être de garantir l'indépendance énergétique du pays, 25% pensent que l'augmentation des salaires doit être la priorité du gouvernement, mais surtout, et ça conduit à cela, 69% des Français estiment que l'année 2023 sera moins bonne que l'année 2022. Bien, alors, pessimisme partagé ou pas? Nous avons avec nous Dominique Lévy-Saragoussi, ancienne directrice générale de BVA. Bonjour. Bonjour. Auteur de Française Français et d'un rapport sur les nouvelles consommations pour la Fondation Jean Jaurès avec Michel-Édouard Leclerc. Avec nous également Gérard Mermet, que l'on ne présente plus, sociologue, auteur de Francoscopie 2030. Bonjour. Bonjour. Gérard Mermet. Et puis Pascal Perry, journaliste économiste, chef d'entreprise. Pascal Perry, bonjour. Bonjour. Alors, 69% des Français qui estiment que l'année 2023 sera moins bonne que l'année 2022. Est-ce que vous faites la même estimation, Dominique Lévy-Saragoussi? Bon. Il y a la façon dont on pose la question, oui. Il y a la nature de l'information qui leur est donnée, c'est-à-dire que oui. Aujourd'hui, quels que soient les instituts de prévision, qu'on parle de la Banque de France, du FMI, etc., on a des prévisions qui nous indiquent une croissance moindre et l'expression d'inquiétude assez générale sur le climat économique. Et puis il y a l'inflation. Alors je ne sais pas si on peut parler de pessimisme. Je pense qu'ils retranscrivent ce climat. Oui. Et plutôt que de pessimisme, moi je parlerais d'inquiétude. Je pense que les deux sentiments qui sont... alors c'est pas simplement pour jouer sur les mots. L'inquiétude, c'est se dire que ça risque. Le pessimisme, c'est penser que ça va mal se passer. Les deux peuvent être évidemment très corrélés. Mais ce qu'on voit, c'est effectivement des Français qui sont très inquiets. On a fait une étude donc dans le cadre de l'Observatoire des nouvelles consommations. On avait en octobre 98% des Français qui se déclaraient inquiets. Oui. Mais comment ne pas l'être? Oui. Donc c'est juste de la raison. Et pessimiste, c'est pas la même chose. Non, les mêmes sont 65% oui. à nous dire qu'ils pensent avoir les moyens de s'en sortir. Voilà. Donc en fait, on n'est pas forcément dans un truc... Ce n'est pas parce qu'on est inquiet qu'on est pessimiste. Je crois. Bien. Gérard Mermet, vous êtes d'accord? Partiellement, oui. C'est-à-dire que je pense que les Français sont à la fois inquiets et pessimistes. Inquiets parce qu'il y a des raisons objectives de l'être. Il ne faut pas se le cacher. On pourrait en évoquer certainement quelques-unes. On va en évoquer. Moi, je me suis amusé à faire une petite liste comme ça. Je me suis arrêté à 41. Donc 41 raisons d'être inquiet. Mais oui. je suis optimiste parce que je me suis donné depuis déjà longtemps un devoir d'optimisme en tant qu'observateur, en tant que participant parfois dans les médias, etc. Non, le constat, il est toujours le même. Quel que soit le sujet, on s'aperçoit que les Français sont d'une part plus pessimistes que leurs voisins. Je parle des pays occidentaux, prenez l'OCDE par exemple. À l'exception de la Grèce. Ça dépend de quel moment, moment on a mesuré. Non, si vous prenez l'Eurobaromètre qui mesure l'opinion des 27 des populations dans les 27 pays membres, les Français sont les derniers. Les derniers maintenant. Tout le monde en termes en réponse à la question est-ce que nos enfants vivront mieux que nous? Est-ce que voilà. Ah oui, donc un pessimisme là pour le coup de long terme. Je vais reprendre simplement un chiffre qui moi m'avait frappé en son temps. C'était au début de la crise du Covid, un sondage Ipsos. Donc c'était en décembre 2020. On posait la question aux Français, enfin à une trentaine de pays, avec 31 pays. Est-ce que vous pensez qu'un vaccin contre la Covid sera efficace et développé rapidement? Le plus optimiste, c'était la Chine, 92%. D'ailleurs, ils avaient tort, puisqu'ils n'ont pas vraiment développé un vaccin efficace, semble-t-il. Le tout dernier, 31e, donc c'était la France, avec 48%. Et on savait que tout ça était dans les cartons, déjà. Oui. Donc, ça renforce ce constat permanent, récurrent, que les Français sont plus pessimistes que les autres. Alors, après, il faut voir quelles sont les raisons. Nous allons essayer de comprendre pourquoi les Français sont les plus pessimistes que les autres. Mais je voudrais rajouter une chose, si vous permettez, c'est que, heureusement,
justement, en contrepartie de cela, on s'aperçoit que les Français sont surtout très pessimistes pour leur pays en général, c'est-à-dire pour les autres. Mais quand vous leur posez les mêmes questions, et vous, personnellement, qu'est-ce que vous en pensez? Les chiffres sont beaucoup plus optimistes, heureusement. On est globalement pessimiste, mais quand on regarde son cas personnel, on est moins pessimiste. Je me porte pas si mal dans un monde... Pascal Perry, mais pourquoi ça? Vous êtes optimiste? Moi, très optimiste, oui. Moi, je pense d'abord qu'on a toutes les raisons de l'être. On a été couvert cette année par l'État comme jamais, pratiquement. L'État-providence fonctionne parfaitement en France. Alors, vous pouvez me dire c'est au prix de la dette, mais c'est pas très grave. L'État a quand même dépensé 110 milliards d'euros cette année pour protéger les familles. Vous savez, la caractéristique des Français... tout le monde n'a pas été protégé. Hein, beaucoup ont été protégés. Les classes moyennes n'ont pas le sentiment d'avoir été très protégées. Pas suffisamment peut-être, mais elles ont bénéficié du bouclier tarifaire sur l'énergie. Elles ont profité également, alors que parfois elles pouvaient payer de la ristourne sur l'essence. Elles profitent quand même d'un certain nombre de dispositifs. Moi, je crois qu'il faut être factuel dans ce domaine, mais les Français ont, et c'est quand même un paradoxe très français, un fort potentiel d'engagement et une faible capacité à la résilience. C'est-à-dire que dès qu'il y a un obstacle, on peut être d'accord ou pas sur ce sujet-là, j'ai l'impression que la résilience des Français est plutôt faible. Moi, je suis optimiste pour 2023 parce que je pense qu'il y a fondamentalement des éléments concrets, factuels. Mais lesquels? Parce que quand on regarde l'énergie, c'est pas très... Mais il y a pas franchement, la guerre en Ukraine, très bien, mais ça va pas se régler dans les 2 mois. Non, mais il n'y a pas que la question du sacro-saint pouvoir d'achat. La vie ne se résume pas au pouvoir d'achat des Français. Pour beaucoup, c'est essentiel. Vous le savez bien, Pascal. Oui, mais Jean-Jacques, il a été protégé, le pouvoir d'achat. On subit une crise qui est une crise terrible. L'année prochaine, la Banque de France nous dit en substance le pouvoir d'achat en moyenne des Français baissera de 0,4%. Pardon, c'est un exploit. C'est un exploit dans une crise aussi forte que celle-là de continuer à protéger les revenus des Français. Et il y a des éléments positifs, comme par exemple l'investissement des entreprises qui reste bien orienté, le moral des chefs d'entreprise, la capacité à créer des emplois, à créer des richesses. Attendez, on n'est pas un pays du tiers-monde, quoi. Non, mais ça, on est d'accord, Gérard Mermet. Oui, alors je peux ajouter à ce que vient de dire Pascal que c'est pas un phénomène nouveau, ce pessimisme par rapport au pouvoir d'achat. Pendant les fameuses 30 glorieuses, moi j'étais déjà observateur de ce qui se passait, et chaque fois que j'ai fait une enquête sur le pouvoir d'achat, j'ai toujours eu la même réponse. Alors à la question, pensez-vous votre pouvoir d'achat va augmenter, diminuer ou rester stable dans l'année prochaine? C'était toujours va diminuer, alors qu'il a cessé d'augmenter pendant ces 30 glorieuses, qu'il a continué d'ailleurs pendant l'autre période qui a suivi, que j'ai baptisé moi les 30 peureuses, et que qui sont pas 30 piteuses, et que Pascal, dans un édito récent, baptisé les pleureuses. Enfin, c'est un peu la même chose, le même univers mental. Donc rien de nouveau sous le soleil. Il y a beaucoup de Français qui se plaignent d'avoir mal. Ils sont pas conscients de la réalité. Ils sont irrationnels. Voilà. Irrationnels. Je vous sens pas tout à fait d'accord. Non, mais je pense que Dominique Lévy-Saragoussi. C'est assez intéressant parce que je pense que le désaccord éventuel illustre aussi le fait que nous ne parlons pas nécessairement exactement de la même chose, ou en tout cas du même endroit. Le rapport dont vous parliez, il a consisté notamment à suivre 15 familles pendant 3 mois en dialoguant avec elles par les moyens modernes de la vidéo, 2 à 3 fois par semaine, autour des problématiques de consommation et de pouvoir d'achat. Donc entre juillet et octobre, à un moment où l'inflation a monté, elle a atteint son pic quasiment en novembre, donc la dernière fois que nous leur avons parlé, c'était fin octobre. D'abord, le constat de l'inflation, ils le font, ces familles le font dans le caddie, c'est-à-dire que pendant cette période, vous pouvez le suivre de plein de façons avec des indicateurs qui sont produits. Les prix alimentaires ont augmenté de 13%. Or, l'alimentaire, c'est ce qui crée la sensibilité à la hausse des prix. Oui. Et donc un éventuel pessimisme. Bien sûr l'énergie, mais l'alimentaire. Donc, une inquiétude. Une inquiétude. Oui, encore une fois, inquiétude. Une inquiétude, et en même temps, j'y reviens, toutes ces familles, et on a complété ça d'une étude quantitative faite auprès de 1000 familles françaises, nous disent, mais on a des moyens de faire face, et moi, ce qui m'a frappé, c'est précisément leur mobilisation, avec plein de façons d'essayer d'optimiser ce qu'elles peuvent obtenir ces familles en maîtrisant le mieux possible leur consommation et pas seulement en la dégradant, mais en la changeant.
pour maintenir ce qu'ils appellent la qualité de la vie. Pas forcément en achetant des produits moins chers, mais pas forcément. Pourtant, on sait que... En achetant des produits moins chers, mais pas en achetant des produits moins chers avec l'impression d'un déclassement, en achetant des produits moins chers et en gardant un certain nombre de produits quand ils le peuvent, auxquels ils sont attachés, en intégrant plein de différentes motivations. Voilà, c'est exactement ça. C'est des stratégies d'adaptation et des arbitrages. C'est pour ça que le mot, résilience... Ou en achetant autrement. En achetant autrement, en achetant ailleurs, en procédant à des arbitrages différents, en intégrant plein d'éléments. Alors on mange moins de viande d'abord parce que ça coûte cher, mais aussi parce qu'il y a tout un discours qui vous permet de manger moins de viande en n'ayant pas juste l'impression de vous priver. Donc on peut faire de tout cela une forme de résilience, c'est-à-dire qu'il y a la volonté de préserver et de se bagarrer pour ça. Quand je dis résilient, je vais expliquer le mot faible résilient. C'est-à-dire que dès qu'il y a un obstacle, les prises de parole sont très émotionnelles. C'est ce que je veux dire. Mais vous avez raison, dans les faits, ça bouge. C'est le comportement en sifflet, vous savez, du consommateur. Ce ne sont pas les Français qui prennent la parole. Les Français regrettent de ne pas prendre suffisamment la parole. Pourtant, ils le font chaque jour avec vous. Oui, ils le font, mais ils regrettent quand même de ne pas être suffisamment écoutés. On peut pas faire. Vous savez bien, Pascal. On peut pas faire un référendum tous les jours. Non. Vous êtes d'accord là-dessus? Non, mais je suis d'accord. Mais on peut sortir. Mais on peut sortir. Et puis, on peut sortir et l'ouvrir, si vous me permettez. Mais il y a un comportement des consommateurs qui s'adaptent à la crise, comportement en sifflet. On prend des exemples très simples. Cette année, vous le disiez, le ressenti, c'est le chariot, c'est alimentaire. On sait tous que l'inflation alimentaire est très supérieure à l'inflation mesurée. Elle est effectivement de l'ordre de 14 à 15%. Mais vous prenez des produits qui sont des produits du quotidien. Prenez les pâtes, les marques des distributeurs. Dans les marques de distributeurs, on sait qu'il y a, par exemple, pas de publicité, de marketing, c'est le coût de production sec, si vous voulez, qui fait le prix. Comme la tonne de blé dur, on fait des pâtes avec du blé dur, a augmenté de façon très sensible, ça fait augmenter ce prix-là. Et les MDD ont augmenté de 40%. Je sais pas si vous, les marques de distributeurs, je sais pas si vous vous rendez compte. Ça a augmenté 40%, considérablement. Aujourd'hui, c'est la moitié du linéaire dans la grande distribution. Donc, quand vous avez, pour le beurre, pour l'huile, pour les produits de base, pour le riz, pour les pâtes, pour ces produits-là, des augmentations de prix comme ça, il y a une sensibilité très forte, c'est l'évident. Et vous avez raison, le reste, on l'arbitre. On va choisir d'arbitrer sa consommation plaisir de façon peut-être plus serrée qu'on ne le faisait l'année précédente. Alors, je vais dépasser aussi la consommation pour réfléchir au sentiment. Au sentiment, parce que le pessimisme, ça peut être aussi un sentiment. Hein, et je pense que même c'est probablement un sentiment. Il y a dans tous les cas, et on va observer une petite pause de pub, mais un sentiment de déclassement qui augmente. Toutes les enquêtes le disent. Un sentiment de déclassement qui augmente. Par exemple, et puis il y a une réalité, un chiffre qui m'a frappé, 37% des Français déclarent pouvoir mettre un peu d'argent de côté chaque mois. Il y a 10 ans, ils étaient 54%, par exemple. Et la collecte d'épargne n'a jamais été aussi haute. Et pourtant, la collecte d'épargne n'a jamais été. Oui, mais là, il y a un paradoxe. Oui, il y a un paradoxe. Il y a un vrai paradoxe. Parce il y a ceux qui peuvent épargner et ceux qui sont dans l'incapacité d'épargner. Et puis si on regarde le taux d'épargne des Français, il a augmenté. On est au-delà de 16%, alors qu'on a été en régime normal à 14%. Mais peut-être que ça traduit un pessimisme si l'on épargne. On va en parler juste après. Oui, une peur, une inquiétude. On rejoint ce que disait madame tout à l'heure. Allez, il est 11h18, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Allez, il est 11h22. Dominique Lévy-Saragoussi, ancienne directrice générale de BVA, est avec nous. Pascal Perry, journaliste économiste, est avec nous. Et Gérard Mermet, sociologue, est aussi avec nous pour parler du pessimisme des Français. Alors, vous n'êtes pas d'accord, hein? Bon, est-ce que quand je pose la question, et quand je remarque cette étude de Cluster qui dit 69% des Français estiment que l'année 2023 sera moins bonne que l'année 2022. Vous pensez que l'année 2023 sera meilleure que l'année 2022? Je pense qu'on sortira de la crise fin 2023. Bon. Donc une année où on sort de la crise, c'est une année meilleure. C'est mieux. Bon, vous aussi Gérard Mermet, vous pensez que 2023 sera meilleur que 2022? J'aime pas trop le journalisme météorologique, je dis.
dire. Journalisme de prévision. Ça, moi, je parce que là, on est déjà presque dans du long terme. Faire une prospective déjà à 6 mois, dire si la guerre en Ukraine s'arrête, tout va changer. Si dans 2 ans Trump est réélu, tout va changer. Bon, si je dois faire un pari, moi je dirais que ce sera une année blanche, alors ou grise, si je dois choisir la couleur, plutôt grise que blanche, mais qu'il va pas se passer grand-chose de déterminant. Alors, ce que j'espère, c'est comme Pascal, c'est que l'inflation aura atteint son pic et qu'elle va commencer à décliner, parce que les banques centrales feront leur boulot peut-être un peu mieux, notamment pour la Banque européenne, que ce qu'elles ont fait depuis 2 ans. Dominique Lévy-Saragoussi, meilleur 2023 que 2022 ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas, vous avez raison. C'est une bonne réponse. C'est une très bonne réponse. Les Français sont inquiets pour principalement 2 choses, et je suis frappé parce qu'ils ne citent pas le réchauffement climatique. Ils n'arrivent pas à intégrer, c'est extraordinaire, dans toutes ces enquêtes, ils n'arrivent pas à intégrer l'urgence du réchauffement climatique. C'est d'abord la fin du mois, Jean-Jacques, c'est d'abord la fin du mois, et la guerre, et l'énergie, évidemment, les inquiétudes autour de l'énergie, et la guerre. La guerre en Ukraine qui reste essentielle. C'est les deux, c'est-à-dire que les deux, oui, c'est lié. La crainte et l'inquiétude pour le réchauffement climatique, elle n'a pas diminué. Quand on la mesure en demandant aux gens est-ce que c'est important, on a 78% des Français qui disent que c'est important. Ça n'est plus leur priorité absolue, mais il faut se rappeler de la manière dont on fait les enquêtes, on hiérarchise. Vous connaissez bien ça. Vous connaissez bien ça. Donc ça n'est plus la priorité absolue parce que l'urgent l'emporte sur l'important. Cela dit, et c'est vous entendez les gouvernants tous les jours vous expliquer la difficulté qu'il y a à articuler le temps court et le temps long. Les Français ne sont pas différents, c'est-à-dire que c'est la fin du mois qui détermine si un jour on pourra s'occuper de la fin du monde. Évidemment. Il y a quand même un sujet, c'est que sur ces histoires de réchauffement climatique, comme sur plein d'autres sujets, il y a la question de qui fait l'effort. Moi, j'ai été frappée de voir que 91% des ménages français disent qu'ils font des efforts, dont 45% beaucoup d'efforts. Oui. Et donc, la question de est-ce que cet effort est partagé ? Est-ce que la société est juste ? Est-ce qu'il est accompagné ? Est-ce que les puissances publiques font leur travail ? Est-ce que les acteurs économiques, distributeurs, industriels font leur travail ? Elle est primordiale. Et elle l'est encore plus quand on aborde les sujets de long terme et très collectifs comme le réchauffement climatique. Alors c'est très intéressant ce que vous dites parce que là encore, quand je réfléchis, quand j'écoute, quand je lis toutes les études, je m'aperçois quoi ? Je m'aperçois de quoi ? Je m'aperçois que les Français trouvent que nous vivons dans un pays socialement injuste. 63%. 63%. Un pays socialement injuste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un pays qui manque de cohésion sociale. Ah, vous trouvez ? Ça, c'est le paradoxe de Tocqueville. Ah non, mais je ne sais pas si je trouve. Ça, c'est formidable. J'ai pas à trouver. Je vous dis ce que pensent les Français. Alors, dans un pays, Jean-Jacques, dans un pays qui a fait de l'égalité la pierre angulaire, c'est-à-dire, vous voyez, l'acmé, le zénith, appelez ça comme vous voulez, de la République, la moindre inégalité passe pour être insupportable. Or, nous sommes le pays le plus redistributeur qui soit, le plus social, le plus équitable de ce point de vue. Le plus équitable redistributeur, est-ce que nous sommes le pays le plus égalitaire ou pas ? Ah oui. Parce que une grande partie. La redistribution, c'est une chose, l'égalité, c'est autre chose. Et autre question, devons-nous aller vers plus d'égalité ? C'est aussi une question. Un débat que je ferai d'ailleurs un jour prochain. J'aimerais savoir comment ça s'exprime. Ce sont deux questions extrêmement différentes et complémentaires. La première, est-ce que nous sommes les champions d'égalité ? Oui, évidemment, si on regarde les prélèvements obligatoires, si on regarde les sommes quoi qu'il en coûte, depuis des années qui ont été versées par l'État et qui continuent de l'être jour après jour. On aboutit à une économie que moi j'ai baptisée l'économie des 3D. Les 3D, c'est dépenses, déficit et dette. Donc on ne pourra pas en sortir. C'est une équation insoluble, sauf à réduire les dépenses et ou diminuer la dette, mais on ne peut pas diminuer la dette tant qu'on n'a pas d'augmentation de recettes, etc. Donc, mais les Français ont pris l'habitude de ça. Ils s'en préoccupent assez peu, d'autant que certains leur disent mais vous inquiétez pas, la dette de toute façon elle n'est pas destinée à être remboursée. Si on rembourse déjà les intérêts, mais ça va être de plus en plus difficile de rembourser même les
les intérêts si les taux restent élevés. Donc il y a cette habitude comme ça, cette infantilisation de la société que l'État a fait depuis des décennies. Oui, peut-être volontairement d'ailleurs. Voilà, mais qui est la grande nurserie, c'est volontaire. Mais bien sûr, qui est contraire à cette idée de résilience où chacun serait autonome, responsable de sa propre vie et accessoirement du bien commun. On n'est pas dans cette société-là, mais c'est vrai aussi, comme le disait Dominique, il y a une vraie fracture entre ceux qui finalement sont pas trop impactés par la crise, et puis moi je distingue trois France en fait. Il y a la France des tranquilles, qui ont de quoi vivre, et puis même si beaucoup de retraités atteint oui, puis en plus si leurs revenus sont sûrs, ils augmentent un peu, même s'il y a de temps en même temps si c'est difficile parfois, mais enfin ils descendent pas vraiment souvent dans la rue. Il y a à l'opposé, il y a les fragiles qui eux ont ces problèmes de fin de mois. Alors parmi les fragiles, il y a deux sous-catégories. Il y a ceux qui sont effectivement fragiles et qu'il faut aider, puis il y a ceux qui se sentent fragiles mais qui en réalité, quand on regarde leurs revenus, pourraient plutôt être assez tranquilles. Puis entre les deux, il y a les agiles. Alors les agiles ou les résilients, comme pourrait dire Pascal. Ça fait trois France qui ne se parlent pas beaucoup. Les tranquilles, les fragiles et les agiles. Voilà, les tranquilles ne s'intéressent pas assez, me semble-t-il, aux fragiles. Quant aux agiles, ils se disent, moi j'essaie de me débrouiller, de trouver un rebond, sortir, etc., parce que j'ai quelques atouts qui me permettent de pour revenir à ma question, comment se fait-il avec cette redistribution, comment se fait-il que le pays, que les Français sentent qu'ils vivent dans un pays socialement injuste? Parce que pourquoi, Dominique Lévy-Saragoussi? Bon, d'abord, je pense qu'il y a une tradition, vous parliez à juste titre de cette mystification, je ne sais même plus comment dire, de l'égalité. En tout cas, il y a une espèce de mythe républicain autour de l'égalité qui fait que la moindre inégalité est perçue comme une injustice. On pourrait faire l'émission entière sur égalité et justice. Ça, je je suis d'accord avec vous, c'est très intéressant. Égalité, justice, je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire. Équité aussi. Équité, etc. Donc il y a ça, il y a voilà. Il y a aussi le fait que, je pense, et pour reprendre le point que vous faisiez, Monsieur Mermet, dans la représentation qui est donnée de la société française, on parle des précaires et des fragiles. On montre parfois des gens qui sont au contraire très insérés, cette France qui va bien, etc. Et que la grande majorité de ce qu'on n'appelle plus les classes moyennes, qu'on peut appeler les agiles, qu'on peut appeler les résilients, se sentent eux ni aidés, ni ce que je disais tout à l'heure, ni protégés par leurs revenus. Donc je pense que ça tient aussi à ça. Il y a, on va pas reprendre la rhétorique du RN, mais enfin c'est quand même aussi quelque chose qu'on entend, les privilégiés du bas et les privilégiés du haut. Mais il ne s'agit pas de prendre une rhétorique politique, politicienne, mais il s'agit de dire la réalité. La notion de privilégié du bas, elle est assez ambiguë. Oui. Mais donc on a toujours le sentiment que le voisin a plus de privilèges que soi ou plus de facilité. Moi, je trouve qu'il y a quand même un truc qui a changé, parce que ça fait très longtemps que je passe du temps à écouter des Français. C'est précisément l'impression liée d'une part aux gilets jaunes, ensuite à cette épreuve collective qui a été le Covid, etc., que c'est dur pour tout le monde. C'est quelque chose que j'entends de plus en plus. Personne ne s'en sort, c'est dur pour tout le monde. On en parle entre nous. On échange des trucs et des astuces et des bons plans. Et donc, il y a moins ce sentiment d'être soi-même tout seul dans une situation difficile et plus le sentiment qu'on fait partie d'une partie de la société qui est dans une situation compliquée. Bien, petite pause encore. Et puisque on se doit de donner la parole aux Français, eh bien, nous allons donner la parole à une Française, Sandrine, qui est dans le Tarn-et-Garonne, qui nous a appelé, qui est productrice de lait et qui va vouloir intervenir dans 3-4 minutes. 11h31. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h34. Alors, est-ce que les Français sont d'éternels pessimistes? Sommes-nous d'éternels pessimistes? C'est la question que je pose, mais c'est très intéressant. Le débat est très intéressant. Dominique Lévy-Saragoussi, ancienne directrice générale de BVA, est avec nous. Pascal Perry, journaliste, économiste aussi. Et Gérard Mermet, sociologue, est aussi avec nous. Mais nous avons, en plus, la chance de pouvoir écouter Sandrine. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour Jean-Jacques et bonjour à vos invités. Sandrine, vous êtes dans le Tarn-et-Garonne et vous êtes productrice de lait. Oui, alors le pessimisme, j'en ai eu, c'est même pas du pessimisme. Oui, après tant d'années d'installation, parce que je me suis installée en 97, donc on a connu toutes les crises laitières, nous, en plein, dans le fouet. Oui. Et, bon,
comme j'ai expliqué à Aude, on a eu des nuits blanches et j'ai toujours été d'un optimisme à me dire bon allez, il faut aller de l'avant, sauf que voilà. Moi je pars dans le principe que les plupart des Français, donc l'année 2023, ce sera une continuité de 2022. Alors effectivement, il y a ce problème au niveau de l'énergie, ça j'en suis très consciente. Mais il y a aussi une reconstruction, réapprendre à se reconstruire, revoir, enfin moi je parle au niveau des entreprises, que ce soit les entreprises au niveau du machinisme, ou des entreprises au niveau textile, au niveau de tout, parce que je suis très, voilà, moi j'ai un peu un esprit, et on a été obligés, nous, par notre métier d'agriculteur, d'avoir à un moment donné, vous savez, on a le cerveau gauche et le cerveau droit, je dis souvent. Et je me dis souvent, bon, il y en a un, on est technique, on aime ce qu'on fait, on a le côté artistique, et l'autre, il ne faut pas oublier le côté gestionnaire. Et je pense qu'à un moment donné, on a oublié, plus ou moins, pour nous, propre, oui. C'est-à-dire ce côté gestionnaire, à apprendre à gérer, pas partir sur du long terme peut-être, partir sur du court terme. Après, les Français, je pense qu'ils ont plus un pessimisme, on va dire, sur nos hommes, peut-être, on va dire, élite politique, parce que franchement, quand on les entend parler, on ne sait plus où c'est qu'on va, en fait. Et je pense qu'il faut, à un moment donné, s'écouter soi, mais aussi écouter, enfin, il y a des professionnels qui sont quand même très bien, qui ne font pas de politique, qui sont là, peut-être, qui peuvent aussi, à un moment donné, nous guider. Moi, je cite un exemple, j'ai fait des études, enfin, j'ai une amie qui, à un moment donné, on était un mal, à un moment donné, bon, qui est placé au niveau de la banque. Alors là, c'était, elle m'a à un moment donné ouvert un peu, bon voilà, mais Dieu, je reconnais pas, parce qu'on avait à un moment donné cet esprit de consommer. Ok, sauf qu'à un moment donné, même nous, à monter, construire, aller, on augmente tout, sauf qu'à un moment donné, on n'est pas maître de nos prix. On est à la mondiale, c'est ça. Et après, il y a l'Europe derrière. Mais là où, moi je vous le dis franchement, je suis assez vigilante parce que là au niveau de la production, parce que moi je suis mon secteur lait, au niveau européen, ça remonte là. Plein pot, je vois la Hollande qui produit du lait, je vois tant de pays qui produisent du lait, donc on est un peu inquiet parce qu'on a, enfin nous on a des prix A et prix B. Et là voilà, c'est cet esprit-là. Mais c'est libre à chacun de soi. Après, d'un point de vue, enfin je vais avec un peu d'humour. Allez-y, terminez, quand il y a les vacances, quand il y a les grandes vacances, bon nombre de Français partent bien en vacances, donc le pessimisme, et heureusement, et ils ont bien raison. Bon, moi des fois, nous, c'est plus compliqué, et ils ont raison parce qu'il le faut. Il faut à un moment donné se sortir l'esprit. Voilà. Merci Sandrine. Sandrine qui parle d'or. Hein, vous ne trouvez pas? Non, mais c'est vrai, parce qu'elle est réaliste, elle sait les difficultés, elle a peur de ces difficultés. Elle est chef d'entreprise, elle a connu. Quand on est producteur de lait, on a connu des moments très difficiles. Donc, oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Je l'écoutais avec beaucoup de joie parce que, pour revenir aux familles qu'on a rencontrées, elles disent à peu près la même chose. Hein. Moi, il y a un propos qu'a tenu une des femmes que nous avons, avec laquelle j'ai dialogué, qui disait « On n'est pas obligé de consommer tout le temps de l'argent ». J'adore cette phrase parce qu'elle dit aussi qu'effectivement, il y a d'autres façons de faire du bien à sa famille, puisque c'était son sujet, ou de vivre bien que simplement en consommant. Et puis par ailleurs, il y a cette idée d'être gestionnaire. Et ce que j'ai trouvé frappant, c'est à quel point ces familles se comportent en gestionnaire de leur consommation, sont expertes, investissent du temps. Il y en a une qui m'a expliqué que en 6 mois, elle avait économisé 660 € en maîtrisant sa consommation, en faisant les promos, en cherchant des choses. Et elle me dit, à juste titre, c'est plus rentable que de travailler davantage. Et elle a raison, parce que 110 € net par mois. Voilà. Et donc, je retrouve tout à fait cet esprit dans le témoignage de votre auditrice, qui était très intéressant. Qui est formidable. Pardon pour ce long... Non, mais vous avez raison. Alors, on va parler des causes. Jean-Jacques, d'un mot, c'est le sentiment parfois de la perte de contrôle. C'est-à-dire tous les gens qui retrouvent le contrôle, à minima, on n'a pas le contrôle de nos vies. Ça, c'est vrai. Mais la question du contrôle, c'est décisif. Et on a l'impression, parfois collectivement français, qu'on est pris dans ce maelstrom de la mondialisation, ce qui n'est pas vrai. Parce qu'on a des actions, on a des moyens d'action. Peut-être qu'on les utilise mal, on peut en discuter. Mais le sentiment d'être un peu
à titre individuel, embarqué dans un truc, vous voyez, sans pouvoir contrôler quoi que ce soit. C'est ça. Et l'homme naît avec la volonté de contrôler. Oui. Tout au long de notre vie. D'ailleurs, parfois, on se reprend en se disant, il faut que je contrôle ce que je fais, ce que je dis, mon comportement. Oui. Mon comportement. Alors, on va parler des causes. Mais j'ai remarqué aussi dans le discours de Sandrine, vous l'avez remarqué comme moi, une petite allusion aux politiques. Et dans toutes les enquêtes, les pessimistes rejettent la politique. Et ils estiment que leur voix ne compte pas, je le disais tout à l'heure, et ils ne croient plus du tout en la politique, les pessimistes. Oui. Je dirais qu'il n'y a pas que les pessimistes. Quand on voit le niveau de défiance à l'égard du politique, qui est d'ailleurs en partie irrationnel. Je ne veux pas entrer du tout dans une question idéologique, c'est pas du tout le propos. Mais non, il y a une défiance qui est une des causes d'ailleurs du pessimisme. Alors, est-ce que c'est une conséquence de la relation avec l'État que j'évoquais tout à l'heure ou pas? C'est un autre débat. Mais c'est vrai que si on essaye d'isoler ou d'identifier les grandes causes, les grandes séries de causes de ce pessimisme, moi j'en vois trois. Il y a comme d'habitude des raisons conjoncturelles, c'est-à-dire que objectivement, rationnellement, c'est vrai que l'avenir s'annonce pas sous des auspices les meilleurs qui soient. Les planètes sont pas alignées, que ce soit en matière environnementale, en matière démographique. Là, je parle pas seulement de la France, mais de l'ensemble du monde. En matière économique, je vais citer l'économie 3D, mais c'est un peu la même chose en Italie, en Espagne, etc. Mais c'est quand même un peu plus pénible en France. Il y a bien sûr les questions géopolitiques avec les guerres actuelles et à venir, parce que 2023, est-ce que fera la Chine à l'égard de Thaïlande, la Turquie à l'égard de la Grèce, etc. Israël et l'Iran. Voilà. Et puis d'autres encore dont on parle très peu dans les médias, mais qui pourraient peut-être revenir en haut de l'actualité. Ce qui se passe en Chine. Donc ça, on en parlait à midi avec le Covid, avec les conséquences dramatiques. Exactement, parce que la Chine ne va pas forcément tirer la croissance mondiale l'année prochaine, en 2023, comme c'est parti. Donc des raisons conjoncturelles indéniables qu'il faut prendre en compte. Des raisons surtout, je dirais en France, culturelles, c'est-à-dire que nous avons un passé qui ne plaide pas forcément pour nous en termes de résilience et d'optimisme. Il y a un esprit d'insatisfaction permanente dans ce pays. Il y a une recherche, on le disait tout à l'heure, de l'égalité. Il y a même un culte de l'égalité. Il y a une défiance envers les élites, quelles qu'elles soient, un peu économiques, politiques, sociales, journalistiques. Il y a cette fibre protestataire que nous avons en nous. Alors c'est pas un gène protestataire. Je crois qu'on n'a pas isolé ce gène-là. Ça veut dire qu'il y a des raisons culturelles qui sont très nombreuses. Ça se traduit par une tendance à la dépression. Bon, je vous renvoie à la consommation de médicaments hypnotiques en France, record du monde depuis des décennies, et ça s'est pas arrangé avec la Covid. Donc il y a une espèce d'hypocondrie, on pourrait dire ça en termes cliniques, des Français qui ont peur d'avoir mal, même si finalement ils sont armés contre la douleur. Et je terminerai en disant que il y a des raisons conjoncturelles, il y a des raisons surtout culturelles, mais il n'y a pas de raisons structurelles. C'est-à-dire que c'est pas de l'inné, c'est pas le génome des Français est pas fondamentalement différent de celui des Suédois, des Portugais ou des Américains. Donc il n'y a pas de raison structurelle. Donc ça veut dire qu'on peut changer les choses plus facilement. Et c'est peut-être le moment de le faire. Et on citait un bon exemple, Dominique le disait, en termes de consommation, les choses sont en train de changer de façon assez drastique. Oui, moment de le faire en termes de consommation, mais la politique a un rôle très important. Et aujourd'hui, les politiques ont un rôle, puisque ce sont les politiques qui font les lois. Oui, mais les politiques publiques ont leurs limites. C'est-à-dire que vous avez raison, on vote des lois en France. D'ailleurs, on vote des lois, on en vote peut-être même trop. Vous savez qu'au bout d'un an, 50% des lois n'ont toujours pas reçu leur décret d'application. Pardon, mais au bout d'un an, c'est des lois inutiles. Et là, on va reprendre non pas Tocqueville, mais Montesquieu, les lois inutiles abolissent les lois nécessaires. C'est-à-dire que oui, on devrait voter sur des choses sérieuses et pas sur des babioles la plupart du temps. Oui, mais les politiques parlent dans le vide. On est arrivé à un point où le politique parle dans le vide. Mais vous croyez pas qu'on leur confie un peu trop qu'on leur suppose un peu trop de pouvoir ? La capacité à changer les choses, c'est nous tous qui changeons. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, et j'aimerais que ça veut dire, je le disais tout à l'heure pendant la pub, qu'on n'a pas d'autre choix que de s'en sortir. C'est ce que disent les gens. Alors, je voudrais... C'est exactement ce qu'ils disent. Alors, attendez.
Vous allez reprendre la parole juste après. C'est la dernière pub. Il est midi moins le quart. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, sommes-nous d'éternels pessimistes? La fin de notre débat passionnant d'ailleurs. Je faisais la remarque, et je vais vous donner la parole, Dominique Lévy-Saragoussi. On n'a pas d'autre choix que de s'en sortir, c'est ce que disent les Français. Oui, et ils disent qu'ils vont se débrouiller. Vous savez, Oui. on dit toujours que les Français ont peur que le ciel leur tombe sur la tête. Bon, là, il nous est un petit peu tombé sur la tête. Il ne faut pas oublier ça. Oui. Entre le Covid, beaucoup de choses impensables sont Beaucoup de choses arrivées en 3 ans. en 3 ans. Et ils se rendent compte qu'ils y ont non seulement survécu, qu'ils ont surmonté, qu'ils ont trouvé des façons de faire face. Ça leur donne quand même une forme Covid, guerre en Europe. de confiance dans leur capacité de résilience. Maintenant, on parlait aussi de la défiance vis-à-vis du politique. Oui. Bon, moi, je vais vous proposer. Je pense que c'est le politique qui se méfie des Français, en fait, et qui ne leur fait pas confiance. C'est intéressant. Et qui n'entend pas précisément cette prise de contrôle dont vous parliez, et que cette surdité entraîne aussi une prise de distance. Alors, on aboutit à un truc qui est très paradoxal, qui est qu'on demande au gouvernement de tout régler. Alors, vous citiez Montesquieu, on pourrait citer Saint-Simon. On n'est plus dans le gouvernement des hommes, on est dans l'administration des choses. C'est une démocratie fonctionnaliste, clientéliste, où il faudrait qu'à chaque fois que quelque chose Très ne va centralisé. pas, très centralisé. Trop centralisé. On dirait que la loi est la seule solution, vous avez raison, à tous les problèmes, quand bien souvent Oui. il y a au niveau, à d'autres niveaux qu'au niveau de l'État, des façons de régler les choses, ce que les gens ressentent. Donc ils ont le sentiment, je pense, que la politique n'est pas très utile. Il y a quelque chose de mieux que la loi. Voilà. Le contrat. Oui. Le contrat, il peut être local. Le contrat, c'est un contrat entre des hommes et des femmes libres. La loi est la même pour tous. Vous vous rendez compte, puisque on l'évoquait aussi pendant la pub, l'aménagement du territoire, on traite la ville de Brive ou celle de Bergerac comme Toulouse ou Bordeaux. Ridicule. Oui. Ridicule. Les gens qui vivent à Brive et à Bergerac savent très bien que... Ou comme Pantin. Ou comme Pantin, exactement. Oui. Mais là, aujourd'hui, il faut se servir peut-être de cette crise comme d'une forme d'électrochoc, non ? On voit qu'il y a des choses qui ont été utiles, qui ont marché pendant ces séquences qu'on a traversées. Vous avez évoqué le Covid, vous avez évoqué... On voit qu'il y a des acteurs locaux, le contrat. Et puis même l'énergie. Local. L'énergie, il y a des acteurs locaux qui prennent des initiatives qui pourraient être... complémentaires du service public. Complémentaires du service public. Absolument. Évidemment. Mais la complexité, c'est le premier des pièges dans lequel on tombe. Le deuxième, c'est l'hypercentralisme. Le troisième, c'est que l'État, fondamentalement, mais par culture, les hauts fonctionnaires par culture ne font pas confiance aux élus locaux. Alors que les élus locaux sont les spécialistes des solutions. Ils le disent eux-mêmes à portée de baffe, à portée d'engueulade. C'est-à-dire qu'ils savent quelles sont les problématiques, ils connaissent la loi, ils sont pas complètement idiots, et ils sont capables de l'adapter. Moi, je dis que là, on a une ressource qu'on n'exploite pas. Oui. Gérard Mermet. On a beaucoup de ressources qu'on n'exploite pas. C'est d'ailleurs ce qui devrait nous rendre plus optimistes. Mais je pense que ce qui nous manque, hors la sorte de déréglementarisme qui est nécessaire depuis si longtemps, ça fait 50 ans qu'on en parle dans le pays, je crois que il y a d'autres acteurs de la société qui devraient peut-être aussi modifier un peu leurs attitudes, leur façon de faire. Alors, on ne veut pas faire le procès des médias, mais peut-être un peu moins de mauvaises nouvelles systématiques. Ça me fait plaisir d'entendre ça, Gérard. Dans les journaux de 20 heures, par exemple, qui se sentent obligés, d'ailleurs, pour contrebalancer, de mettre un petit reportage sur les Bahamas, etc., pour finir sur une note plus agréable. De pas Vous savez que ça fait monter l'audience quand vous mettez de la neige ou du sable. Ne pas exploiter ou même fabriquer des polémiques qui sont totalement stériles, que ce soit pendant la Coupe du Monde ou à d'autres occasions, etc. Je crois qu'il faudrait aussi surtout peut-être valoriser un peu les gens, tous les gens dans le pays. Pardon Gérard, mais je me sens un peu concerné. Les médias font quand même ce qu'il faut pour être parfois une vitrine honorable du pays. Vous confondez peut-être avec les réseaux sociaux, qui sont l'expression de la haine, et du négativisme. Les réseaux sociaux sont à la caricature de ça. Il faudrait il y a une raison simple, les réguler. C'est l'anonymat, une grande part d'anonymat et la diffusion très courte. Non, et puis c'est un mode aujourd'hui de manipulation des l'opinion foules, qu'on doit
asséner pour exister. Non, mais ça c'est une évidence. Et je suis pas sûr que Monsieur Musk ait bien compris tout ça. Enfin, c'est un autre problème. Mais je dis, il faudrait valoriser les gens parce qu'on est dans un pays où finalement, quand on a ce qu'on appelle, et c'est révélateur, un petit boulot, finalement, c'est moins bien que d'en avoir un grand. Puis aujourd'hui, on n'a plus la perspective, comme dans les années 60 ou 70, d'accéder à un boulot meilleur. Enfin, ça, c'est ce que les gens imaginent. Il faudrait peut-être aussi changer les unités de mesure de la vie, ajouter peut-être quelques indicateurs sur la satisfaction, sur le bien-être, plutôt simplement utiliser le PIB comme indicateur unique du bonheur et de comparer les pays à travers ces tônes-là. Donc, je crois que nous avons des vraies raisons d'être optimistes, ne serait-ce que parce que nous sommes obligés. Nous sommes aujourd'hui devant le mur environnemental, mais aussi plein d'autres murs économiques, sociétaux, migratoires éventuellement. Pardon ? Migratoire, la conséquence évidemment des mouvements environnementaux, etc. Mais moi j'ai toujours cette phrase quand on me demande si je suis optimiste ou pessimiste, je dis que ça n'a pas d'intérêt. Je m'impose le devoir d'être optimiste. Et puis l'histoire me montre qu'il y a quand même de bonnes raisons, qu'on a toujours réglé des problèmes qui à l'époque étaient probablement plus importants encore que ceux qu'on connaît maintenant. Plus sérieux qu'aujourd'hui. Et je leur cite d'ailleurs cette phrase de Victor Hugo que j'aime beaucoup, qui dit les meilleures années de notre vie sont celles que nous n'avons pas encore vécues. Voilà. Donc si on a compris ça, ou si on se donne ça comme objectif, notre société est plus fragile peut-être aujourd'hui, non ? Est-ce que nous ne sommes pas peut-être plus fragiles, non, au malheur qu'avant ? Je crois pas. Non. On est mieux protégé aujourd'hui, socialement. Qu'on soit mieux protégé. C'est pas la même chose. Je pense qu'on est-ce que nous ne sommes pas plus fragiles aujourd'hui face au malheur ou face au pessimisme ? Non, je pense qu'on a une forme d'intolérance plus importante à la douleur, à l'incertitude, à la non-protection. C'est une bonne chose, c'est-à-dire que s'il y a 80 ans ou 100 ans, on trouvait normal de perdre une partie de ses enfants en bas âge, aujourd'hui c'est intolérable et je crois que c'est une bonne chose. Évidemment. Ne serait-ce que de vivre à 19 degrés plutôt qu'à 22 ou 23, voilà, c'est une forme de fragilité. Il y a des gens qui l'acceptent très bien, ne serait-ce que par solidarité avec les Ukrainiens par exemple, mais d'autres qui continuent de dire c'est pas possible, en 2022 comment peut-on vivre le seuil de tolérance des Français a baissé. Il y a aussi peut-être une forme d'explication. C'est apparemment des injonctions contradictoires, mais c'est parce qu'on est le plus protégé du monde. Qu'on a parfois des petites colères d'enfants gâtés. Pardon, il vaut mieux être aujourd'hui en difficulté en France, bénéficier de la socialisation à la française que de la socialisation à l'anglaise. Allez voir ce qui se passe dans les Midlands aujourd'hui, où c'est la pauvreté de la fin du 19e siècle qui est revenue. Ou à l'américaine. Je dis pas qu'il faut se comparer au pire, Jean-Jacques. Non, mais je dis qu'il faut relativiser. Il faut regarder dans tous les cas. Merci à tous les trois, c'était passionnant, vraiment franchement. Dominique Lévy-Saragoussi, Gérard Mermet, Pascal Perry. Il est 11h56 Sud Radio, les infos, et ensuite nous parlerons de la Chine. Les épidémiologistes mondiaux partout s'inquiètent du monde entier, parlent de désastre humanitaire sans précédent en Chine, ce qui peut entraîner un désastre économique et ce qui peut entraîner des problèmes pour l'économie mondiale. Nous allons en parler avec une sinologue et un épidémiologiste qui seront là tout à l'heure. Il est 11h57.